Bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à la journée du 6 février qui coïncide chaque année avec la commémoration de la journée internationale de tolérance zéro contre les mutilations génitales féminines. L'éradication de ce fléau comporte plusieurs enjeux chez nous et depuis plusieurs années, le gouvernement, en collaboration avec les associations de la société civile et plusieurs partenaires au développement, sensibilise sur les méfaits de cette pratique dangereuse. Et ce soir, pour apporter plus de lumière sur toutes ces questions, nous recevons sur ce plateau Ouleye Kane, journaliste mais également militante, et Amici, sage-femme, ainsi que docteur Mohamed Brahim Khlil. Merci d'avoir répondu à notre invitation. D'abord, Ouleye, pourquoi la question des mutilations génitales féminines persiste encore chez nous? Merci Aminata pour cette bonne opportunité de porter la voix sur la pratique des mutilations génitales féminines qu'on appelle excision chez nous. Elle persiste parce qu'on ne maîtrise toujours pas ou on ne comprend toujours pas les causes profondes de cette pratique. Et même si aujourd'hui il existe des lois qui sont mises en place pour criminaliser l'acte, la pratique, la sensibilisation elle n'est pas encore là. La population n'est pas encore sensibilisée, n'est pas informée sur les méfaits et les conséquences de la pratique. Et je pense qu'il y a un gros travail à faire. Certainement, on en parlera plus tard. D'accord. Méfaits, sensibilisation, me dit ton docteur. Mais moi, ce que j'aimerais savoir surtout, c'est quelles sont les conséquences sur les filles ou les femmes excisées. Conséquences psychologiques, bien sûr. Voilà, je crois qu'on a beaucoup écrit, et on a beaucoup développé sur la réflexion sur les conséquences néfastes de l'excision. Et je pense surtout aux conséquences sur le plan médical, liées à la mutilation de cet organe. Mais les conséquences psychologiques existent encore, elles ont de l'importance, notamment dans notre contexte aujourd'hui où les médias, avec la contribution comme vous l'avez dit, des organisations de la société civile, l'organisation aussi de la communauté scientifique, la communauté médicale notamment, mettent en évidence ces conséquences sur tous les plans. Donc sur le plan physique, sur le plan moral, sur le plan psychologique, sur le plan sanitaire. Et je crois qu'il est aujourd'hui une évidence de reconnaître que les femmes qui sont excisées sont confrontées à des problèmes sur le plan psychologique, d'autant plus qu'elles sont informées. Et ça la réfère à notre contexte et peut-être distingue notre contexte du contexte de la génération d'avant nous, où on ne mettait pas en cause les méfaits et les conséquences. En fait, on ne mettait pas en cause les bienfaits de l'excision comme coutume, comme pratique coutumière. Ce qui me donne l'occasion de relativiser un peu. Pourquoi? Parce que il y a quand même cette réalité, à savoir que l'excision est une pratique coutumière. Donc la mère qui prend la décision de faire l'excision à sa petite fille croit faire les choses comme elles doivent se faire. Voilà, oui. Donc elle croit bien faire. Mais le contraste qui a toujours attiré mon attention, c'est la différence entre la préparation psychologique qu'on fait au sujet de la circoncision qui concerne les hommes par rapport à la préparation psychologique que je trouve très faible, inexistante pratiquement, lorsqu'il s'agit de l'excision qui concerne les femmes. Et pourtant, le point commun entre ces deux pratiques, dont l'une concerne les hommes et l'autre concerne la femme, le point commun qui est l'essentiel, c'est une mutilation d'un organe génital, d'une partie d'un organe génital. Mais pour les hommes, il y a toute une préparation psychologique qui est déjà dans l'ordre naturel des choses. Donc le cadre culturel prépare les garçons à ce jour, si bien que cela contribue par la suite à prévenir les conséquences psychologiques négatives que cela peut avoir. Alors que pour les fillettes, cette préparation n'existe pas. Et donc l'aspect violence
reste telle qu'elle. Donc la violence reste vive. Je dis docteur, pardon. Amici, quelles sont les conséquences de cette pratique sur la santé de la femme? Vous qui avez côtoyé des femmes qui ont vécu ces mutilations. Bonjour. Vraiment, je me sens très bien de pouvoir vraiment m'exprimer sur les méfaits des MGF, comme on dit, les excisions sur les petites filles. Je me sens vraiment très, très contente de ça. Merci beaucoup de l'invitation. Voilà, les méfaits de l'excision, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. D'abord, premier méfait, c'est l'hémorragie. L'hémorragie, deuxième, il y a la peur. Et deuxième, il y a le choc. Et troisième, il y a les méfaits secondaires pendant l'accouchement. Pendant l'accouchement. Pendant l'accouchement. D'accord. Et c'est très grave. L'hémorragie, je vais m'exprimer, l'hémorragie, ça peut tuer. D'ailleurs, ça a tué beaucoup de petites filles. Voilà. Et l'effet de la peur, c'est-à-dire, ça a donné beaucoup de... il y a tellement eu du mal. Ils ont tellement eu mal. Et il y a aussi l'effet de l'accouchement. Pendant l'accouchement, il y a un grand problème. Parce que ces organes doivent se dilater. C'est élastique. En cas normal, c'est élastique. Alors, quand il y a l'excision, les parties cicatrisées deviennent dures. Et pendant l'accouchement, c'est là que la femme souffre et l'enfant aussi souffre. Parce que pendant l'accouchement, la tête de l'enfant se confronte avec une partie très dure, or que si ce n'est pas l'excision, ça s'élargit comme élastique et l'enfant sort naturellement. Ouais. Alors là, maintenant, il faut, nous les sages-femmes, d'ailleurs on le pratique tout le temps, parce qu'on en rencontre chaque fois, nous sommes obligés de l'inciser la femme. Ouais. Soit en bas, soit en haut. Alors il y a deux souffrances. La femme souffre, l'enfant vient meurtri. Alors là, c'est déjà un problème. Il y a une autre aussi conséquence, ça peut infecter les organes féminins de la femme, qui va amener la stérilisation, c'est-à-dire les stérilités, infertilité. Beaucoup de filles sont là stériles à cause de ça. Parce qu'après l'excision, il y a des organes qui vont s'infecter et qui vont remonter, qui font l'endométrite, et là, on risque de ne plus avoir des enfants. D'accord. Il y a l'incontinence aussi des urines. Ça peut amener l'incontinence des urines aussi. Et ça peut aussi empêcher les règles de descendre. La stagnation du sang. Oui, la circulation. Ouais, du sang. Boulay, nous allons un peu revenir. Je vois déjà que vous avez les larmes aux yeux parce que vous avez vécu en quelque sorte cette expérience douloureuse étant enfant. Aujourd'hui, comment vous en êtes arrivé à dépasser ce stade? Et qu'est-ce que vous ressentez au quotidien en étant une femme mariée et ayant subi cette violence? En écoutant, en fait, j'ai... Vous vous êtes rappelé? Voilà. Je l'ai subi à l'âge de 8 ans. Mais maintenant, je me dis que j'ai une force. Le fait d'être journaliste, d'être militante, de faire partie du... Docteur, nous allons parler un peu de cette mutilation qui est quand même assez profonde, que vivent au quotidien les femmes mauritaniennes d'une manière générale, même si elles sont plus présentes aujourd'hui dans certaines wilayas. Pourquoi est-ce que toujours les Mauritaniens excisent leurs enfants malgré les multiples campagnes de sensibilisation qui ont été faites? Je crois que l'une des premières causes est que c'est une pratique coutumière qui s'enracine très loin dans le passé et qui donc est transmise de génération en génération. Et et quand on dit pratique coutumière, il faut ajouter, à mon sens, pratique coutumière sacralisée, donc suite au caractère religieux qu'on lui attribue. Nous allons suivre cet élément d'un imam qui va nous dire un peu ce que dit la religion concernant cette pratique. La décision de la justice sur la coutume d'exciser les filles n'a pas de base légale. Il mentionne des hadiths peu fiables qui ont été diffusés par des juristes à une époque où les dangers liés à cette pratique n'apparaissaient pas médicalement. Et après qu'il soit apparu que cette pratique est nocive, les savants ou la plupart d'entre eux ont convenu qu'elle est interdite selon la fatwa émise en la matière parce qu'il n'y a aucun avantage. L'islam n'accepte pas le mal. Nous avons honoré les enfants d'Adam et les avons portés sur terre et mer. Cet honneur exige qu'une personne soit motivée à faire quelque chose qui ne nuit pas à la santé. C'est une question sur laquelle il y a un accord unanime. Par conséquent, tout le monde devrait abandonner cette habitude une fois que le mal qu'elle cause est devenu apparent.
فعلى هذا ينبغي للجميع أن يتخلى عن هذه العادة الضارة. Et donc, le fait que ça soit une pratique coutumière dans une société comme la nôtre où les coutumes ont encore leur force, c'est vrai que nous sommes une société à mutation et que ces choses changent et que la perception aujourd'hui chez cette tranche de femmes qui sont scolarisées, qui ont un certain niveau d'instruction et qui sont informées des conséquences négatives tant sur le plan médical que psychologique de l'excision. L'excision chez cette tranche-là de femmes donc représente quelque chose de très faible comparé à ce qu'elle au niveau qu'elle voilà à son niveau chez les autres tranches. Donc Ouley, nous allons revenir. Comment vous en êtes arrivé à dépasser cet handicap, je dirais, parce que c'est plus un handicap qu'autre chose. Voilà, c'est plus un handicap et ça continue de l'être parce qu'on se dit qu'à un moment peut-être une fille qui subit l'excision, quelques années plus tard, peut-être qu'elle peut oublier, mais le traumatisme est là. Le drame psychologique est là et les conséquences sanitaires aussi sont là. Il y a énormément de conséquences sanitaires. Personnellement, si j'en parle aujourd'hui, je peux rester jusqu'à demain. Voilà quoi. Et moi, j'ai une force en fait. J'ai de la chance de faire partie des médias, de porter la voix des journalistes, de parler des choses, d'informer, de sensibiliser. Je fais plus du journalisme d'éducation, de sensibilisation que d'information. Et aujourd'hui, et en tant que journaliste et femme, le fait de m'intéresser sur les questions liées au MGF, sur les violences faites aux femmes, sur le viol, ça prouve que j'ai un engagement et que je dois le valoriser en fait. Et la plupart du temps, les productions que je fais, ça tourne autour de ça. Aujourd'hui, pour dépasser les barrières, il a fallu que je parle. L'année dernière ou en 2019, voilà. J'ai fait une vidéo où je parlais de mon cas personnel, je témoignais de mon cas. C'est vrai que c'était une vidéo, chez certains ça a créé un choc, chez d'autres, pourquoi elle en parle? Ça doit être quelque chose, un secret qu'elle doit garder. Et pourquoi? C'est comme si elle était en train de criminaliser l'acte que sa mère ou bien d'une des tantes. C'est pas bien. La famille, on garde le secret entre nous. J'ai dit non. J'ai de la chance quand je parle, on m'écoute. Ma voix peut être influente. Ça peut changer les mentalités parce que c'est ça ma finalité. Le fait d'être journaliste tous les jours, de faire des articles ou des productions pour juste informer, pour moi ça ne suffit pas en tant que femme parce qu'il y a des inégalités qu'on est en train de vivre et puisque je suis journaliste, aujourd'hui je peux porter la voix, porter le plaidoyer pour que ces comportements puissent changer. Et moi, pour moi, c'est ça mon combat. Je ne peux pas me permettre aujourd'hui de dire que je suis activiste sur la question parce que je ne brandis pas les banderoles ou je ne fais pas de marche, non. Ce que je peux faire aujourd'hui, et ça j'insisterai pour que tout journaliste, que ce soit homme ou femme, puisse avoir cet intérêt d'éducateur et de sensibilisateur sur les questions liées au MGF, sur les questions liées aux violences aux femmes. Je pense que c'est un rôle très important qu'on nous attribue et que nous devons prendre avec... Voilà. D'ailleurs, Ouley, tu fais partie du manifeste des femmes, signataires du manifeste pour éradiquer ces violences faites aux femmes. Vous sensibilisez également sur les questions liées aux mutilations génitales féminines. Madame Ami, est-ce qu'il existe un accompagnement ou une cellule d'écoute au niveau des structures sanitaires pour accompagner ces femmes qui sont victimes de ces violences? Pas à ma connaissance, sauf peut-être les ONG. Il y a des ONG qui se battent pour ça quand même. Mais des centres là, centres d'appel, pas à ma connaissance. Docteur, quel est l'impact? Moi, je voudrais savoir l'impact vraiment psychologique que peuvent avoir cette pratique sur la personne qui est excisée. Ici, il faut distinguer donc plusieurs groupes de femmes. Il y a ces femmes qui sont conscientes, comme je viens de le dire, qui sont informées des conséquences négatives parce qu'elles sont scolarisées, parce qu'elles sont à un certain niveau d'instruction, parce que ce sont des femmes sages-femmes, infirmières, des femmes médecins. Et qui ont donc une culture, un niveau d'éveil sanitaire qui est supérieur donc, aux autres femmes. Donc c'est cela, la souffrance, elle est beaucoup plus vraisemblable. Donc, c'est-à-dire, il y a beaucoup plus de risques d'être confrontées à la souffrance parce qu'elles ont l'information sur ce que cela représente. Elles vont comprendre certainement. Tandis que d'autres ne comprennent pas. Absolument, avec l'information qu'elles ont, ce qu'elles sont en train de subir, ce qu'elles ont subi par le passé, ou ce qu'elles vivent au quotidien dans leur rapport
dans leur vie intime. Je parle de la vie sexuelle, donc de la vie conjugale. Il est vrai que la question des MGF, puisqu'elle a cette dimension sexuelle, est une question taboue. Et je salue le courage de Ouley qui fait ce témoignage public. Je suis content de ce qu'elle soit dans la résilience et que donc elle parle de cette souffrance comme d'une page tournée, malgré l'émotion qu'elle ressent aujourd'hui à l'écoute des conséquences que cela peut avoir. Mais il faut aussi penser à ces femmes qui, parce qu'elles n'ont pas l'information, parce que aussi l'excision est un des drames, des multiples drames de l'enfance, de la petite enfance, donc quelque chose dont on ne se rappelle plus, et qui est fait dans un cadre social, culturel, comme étant en fait comme étant une norme sociale, voire plus, une norme religieuse. Ces femmes-là, elles souffrent sans en avoir conscience. Je pense qu'elles souffrent sans en avoir conscience. Et je pense qu'elles vivent des choses qu'elles n'arrivent pas à s'expliquer. Et je crois que avec des émissions comme celle-là, et avec tout ce qui se fait comme activité de sensibilisation au niveau des organisations de la société civile, ces femmes, une fois elles ont conscience de ce que cela implique, elles vont vivre autrement leur souffrance avant de pouvoir la dépasser. Et effectivement, votre question sur les cellules d'écoute est une question pertinente parce qu'il en est besoin pour ces femmes qui souffrent dans le silence et qui n'arrivent pas à s'exprimer sur ce qu'elles vivent parce que c'est tabou, parce que c'est censuré, parce qu'elles manquent de courage et qu'elles ont besoin de quelqu'un. Penses-tu qu'aujourd'hui les lois suffisent pour justement protéger ces femmes? Parce qu'à un moment, on a parlé de tolérance zéro, mais pour moi, la question cruciale, c'est la protection, mais également la prévention. Penses-tu que les lois suffisent justement pour mettre des garde-fous afin d'arrêter la pratique de ce fléau? C'est ce qu'on a remarqué, nous, en tant que société civile, mais aussi en tant que médias, c'est qu'il y a un réel juridique. On a une loi, la Mauritanie a ratifié la Convention sur les droits de l'enfant en 1989, et il y a une loi spécifique sur l'excision, la loi 2005-015. Il y a une loi spécifique qui condamne et criminalise l'acte jusqu'à 3 ans de prison et quelque chose comme ça. Ça ne suffit pas. Elle n'est pas appliquée, cette loi. Aujourd'hui, il y a énormément d'exciseurs, je dis même dans la profession médicale, dans le corps médical, qui passent leur temps à exciser des petites filles, que ce soit ici à Nouakchott, dans les autres villes, dans le rural, qui excisent et on voit, on n'est pas choqué. Et on se dit, puisque c'est fait par une sage-femme, ça va. Puisque ce n'est pas une exciseuse qui n'a pas tout le matériel, l'alcool et tout, ça va, c'est une sage-femme. En fait, la loi, elle n'est pas appliquée. Ça ne suffit pas, c'est un grand enjeu, c'est un grand défi. Donc, on ne respecte pas la loi, on n'a pas cette culture de respect de la loi. Et ça, c'est un plaidoyer qu'il faut lancer au niveau des décideurs, des gouvernements. Certainement, il faut trouver des sanctions beaucoup plus, en fait, graves peut-être. Quand je dis grave, je dis que c'est une loi qui sanctionne. Et quand il faut l'appliquer, il faut informer les populations que cette loi existe. Il faut informer les gens qui pratiquent l'excision que cette loi existe. Et comment l'informer? En essayant de décentraliser les actions. Il faut aller dans le rural, il faut aller dans le village. C'est ce que fait la société civile aujourd'hui, mais ça ne suffit pas. Parce qu'on attend aujourd'hui qu'il y ait des journées internationales de lutte contre les MGF pour faire une émission sur les MGF. Et c'est là qu'est important le rôle du journaliste, que nous sommes toi, Amine et moi. On ne devrait pas attendre ces journées internationales de 8 mars, de 25 novembre, de 6 février, de journée sur les droits de l'enfant 16 juin. Non. Le travail doit être fait en amont. Et le travail doit être inclusif, doit concerner tout le monde, toutes les communautés, tout le monde qui parle la langue française, l'arabe, le hassania, le wolof, le poulard, le soniké. Tout le monde doit être inclus dans le combat. Aussi, à tous les nouveaux, tous les acteurs sont concernés. Les partenaires, les médias surtout. Aujourd'hui, les médias jouent un rôle important. Au Sénégal, ici, s'il y a une loi aujourd'hui qui lutte contre, une loi qui criminalise contre l'excision, c'est parce que les parlementaires et les médias ont dit stop. Ils sont sortis pour dire il faut que ça s'arrête. Ils ont parlé. Ici en Mauritanie, quand est-ce que les médias vont dire stop? Quand est-ce qu'ils vont
sentir qu'ils sont concernés pour apporter un changement et un changement de comportement. On doit y participer. Le journaliste doit comprendre que c'est son rôle d'éduquer, de sensibiliser, pas tout simplement de créer le buzz, d'informer juste pour avoir de l'audience, non. Surtout qu'aujourd'hui, on est aidé parce qu'on est à l'ère du numérique et on peut quand même produire quelques short vidéos, des capsules autres pour sensibiliser. Bon, je vais répondre un peu une phrase que vous voulez dire, c'est-à-dire à ma connaissance. Moi, avant, à ma connaissance, je n'ai pas vu les sages-femmes qui pratiquaient l'excision. Oui. Seulement, il y avait les matrones. Les matrones. Oui, c'est les matrones qui le faisaient. Et quand on a commencé à interdire ça, beaucoup d'eux ont eu peur, ont cessé. Mais seulement à ma connaissance, je n'ai pas vu sage-femme qui faisait ça. D'accord. Oui, c'est ta question? Oui, est-ce que vous avez eu à rencontrer une femme excisée qui en a souffert et qui en a vraiment souffert au cours de sa vie? Oui, j'en ai vraiment rencontré. Ouais. D'ailleurs, cette femme-là m'a raconté son histoire, que sa grand-mère et sa maman ont amené une femme à la maison et il les a excisés. Elle s'était cachée dans un armoire. On l'a pris, on l'a excisée, elle pleurait, elle saignait beaucoup. Elle a fait à l'hôpital presque 1 mois à l'hôpital parce qu'elle était anémiée. Bon, je lui ai demandé est-ce qu'il n'y a pas eu de conséquences pour la police et tout. Il me dit non. En tout cas, j'ai failli mourir. Et depuis lors, cette femme a des problèmes. Même problème de rapport avec son mari, ça crée beaucoup de problèmes conjugaux d'ailleurs. Alors, quand elle a accouché son premier enfant, d'ailleurs c'est à cette occasion qu'elle m'a raconté, son premier enfant, on l'a incisé. On l'a incisé pour faire sortir l'enfant. Nous allons à présent suivre cet élément. C'est des témoignages de certaines filles qui ont subi l'excision. شفت نهارات أدمنات أختي صغيرة بقات فيا حتى بقات فيا بقات فيا وزين زيانة واحدة منهم كبير عند ما بقت قاعدة مرقت 40 واحدة مرقت عند السنة وشي كنت قاعدة معاهم أنا ما كنت نبقى مزينة وأنا أختي قاعدة ما تعيش أختي الصغيرة قاعدة ما بكيت غير كبيرة زين تقعدت يعني شفتها زين شوية قابلنا لينست قابلنا شي قاعدة ما تعيش يقولون لحموم مرة الرماد قابلين مسيكين أنا من أثرت فيني حتى والدتي ما قريب فترة قدمها لا مع شيء كبير من اللي مضينا شتو عاد يجروا له لحمه وبرات نناقش مات ذات من عينه ماشي من الدم ويقبوا له لحمه والله لا تخيلت حتى قتلان بكي خذ قاع عنهم تميت ماشي خليتهم لما ماتها خلوا مناتهم يزينوا زانا ماني فاق عليها قرشفت اختي مباشرة مؤدل لها من ناحية ياك الألم حاسة بدون ما حسيت بيه مزت صغيرة زينة ما زينة وفقيرة بس ما شو حرة من ناحية اللي تتألم من ناحية رسم الألم مضات 2 شهرين هي متألمة الحمد لله ان عقبت النور كتشيا ما زالت تتحسس بيها دائما ونقصنا مولي ما شاء الله الدكتور قالنا كامل من بداية إليها لا يزيانة لما زالت وين كانت تتحسس بيها ونتحسس أنا مولي منها كنت. Donc, docteur Brahim, oui. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour accompagner les filles qui sont victimes de l'excision? Les femmes qui vivent des séquelles donc, liées à une ancienne donc, excision subie donc, dans la première enfance ou un peu après, commencent un peu à prendre conscience en fait et à vivre la douleur au plan moral. Donc en raison de ces séquelles-là. Bien sûr, quand elles ont l'information déjà qu'il existe quelque part donc des personnels, qu'ils soient personnels donc des soignants, oui. Donc des soignants ou des gens qui sont de la société civile, donc et qui s'occupent un peu de l'aspect prise en charge psychosocial ou médico-psychosocial. Elles prennent l'initiative, mais il faut du courage pour prendre cette initiative, comme vous l'imaginez, d'en parler. Donc c'est rare, malheureusement, il faut le reconnaître, et il faut revenir un peu à ce qui a été exprimé tantôt par Ouley, le besoin
d'accentuer un peu la sensibilisation et peut-être de changer d'approche pour arriver donc à une approche beaucoup plus efficace, à changer les attitudes et les comportements. De la sorte, effectivement, on verra que de plus en plus de femmes demandent à être écoutées, demandent à s'exprimer donc sur leur souffrance, à parler un peu de leur sexualité dans le cadre conjugal, parce qu'il y a aussi des implications sociales qui se greffent aux conséquences psychologiques de l'excision. C'est un peu lié directement à ce que Ami ici a souligné au sujet de dysfonctionnements, par exemple, sexuels qui peuvent donc suivre l'excision, comme la frigidité, comme les dystocies, les accouchements difficiles, et aussi ces infections qui vont se chroniciser. On imagine que chez les femmes, il y aura le risque pour une infection de devenir une infection chronique parce que tout simplement mal soignée ou non soignée existe. Donc, il y a ces conséquences-là qui vont se greffer aux conséquences psychologiques, et la femme justement sera confrontée au risque de se culpabiliser. Je crois qu'il est très important de souligner que les propos de ceux qui s'intéressent, de ceux qui militent pour éradiquer et pour lutter contre donc, cette pratique néfaste, ce n'est pas de culpabiliser les femmes qui ont subi l'excision, parce que de les aider justement à sortir. Voilà, parce qu'elles l'ont subi donc indépendamment de leur volonté à un âge précoce. Ce n'est pas non plus de culpabiliser les mères qui ont pris l'initiative parce qu'elles croient bien faire, mais c'est de contribuer à augmenter la prise de conscience chez tous pour que demain la fréquence de cette pratique diminue. Diminue donc, et pour que ce phénomène soit éradiqué, il faut être à ce niveau ambitieux. Donc, Ouley, de victime, vous êtes passé à une personne qui sensibilise et milite pour les droits des femmes. Aujourd'hui, que préconisez-vous pour justement sortir de ces problèmes, surtout pour les femmes dans le milieu rural qui, vous l'avez toutes dit, sont moins sensibilisées que celles qui sont dans le milieu urbain? Moi, je pense qu'il y a moyen de s'investir et de s'engager encore plus sur la question et sur toutes les formes de violence qui existent ici en Mauritanie. Et l'idée, c'est d'informer. Comme a dit tout à l'heure, docteur, il faut aller vers ces gens-là qui sont de l'autre côté de la Mauritanie, qui n'ont pas accès à l'information, qui n'ont pas accès au numérique. Il faut trouver un format, il faut trouver une manière de communiquer encore et de communiquer pour comprendre pourquoi cette pratique elle continue encore. Malgré cette loi qui existe, malgré la société civile, son combat, ses actions et tout ça, pourquoi elle continue encore de perdurer? Qu'est-ce que le gouvernement aujourd'hui devrait faire pour faciliter un petit, on peut parler, on peut faire des actions, on peut réaliser, on peut faire tout, mais tant qu'il n'y a pas vraiment des mesures prises sanctionnant cette pratique, des mesures applicables qui sont appliquées et que les gens voient qu'on applique cela, qu'il y a des gens qui sont partis à la justice, qui sont restés ces 3 ans, qui ont été sanctionnés pendant 3 ans. Tant qu'on ne les voit pas, on n'avancera pas. Et je reviens encore sur notre rôle de journaliste, et c'est pourquoi je suis là aujourd'hui. C'est pour dire aux journalistes, surtout les femmes journalistes, d'essayer de centrer leur production ou leur réalisation sur ces questions. Parce que dans d'autres pays, ça a un poids. Les médias ont un poids, ils ont un rôle et ils ont un poids, ils ont un pouvoir. C'est le 4e pouvoir certes, mais quand ils parlent, quand ils sortent pour parler, quand ils sortent l'information, tout le monde les écoute. Que ce soit la population, que ce soit les décideurs, les partenaires et autres. Donc il faut l'utiliser. Moi aujourd'hui, si à travers mes réalisations et mes productions, je parle des femmes, je suis écoutée. Certaines comprennent le sujet et m'appellent pour demander est-ce qu'il y a aujourd'hui, comme par exemple tout à l'heure vous avez parlé s'il y a un centre d'écoute, il y a un numéro vert. Est-ce que tout le monde sait qu'il y a un numéro vert qui existe aujourd'hui? Célibabi, Nouakchott, vous pouvez appeler sur le numéro vert et parler ou dénoncer sur certaines pratiques comme l'excision, comme les violences faites aux femmes, le viol et autres. Ce numéro vert existe. Mais est-ce qu'il y a énormément de communication là-dessus? Est-ce que vous êtes au courant que ce numéro vert existe? Non. Aujourd'hui, en tant que journaliste, nous devons essayer de vulgariser ce message.
certes, il y a des mesures qui ont été prises, il y a une loi, il faut essayer de vulgariser, il faut qu'on en parle. Et il faut trouver aussi d'autres solutions. Il faut aller vers le rural, il faut aller vers ces femmes-là qui pratiquent. Oui, d'accord. Et quels sont les wilayas, docteur, qui sont les plus touchés par ce fléau? Je crois que je vais me hasarder à répondre à votre question parce qu'on dit qu'au niveau de l'Est de la Mauritanie, la pratique est beaucoup plus courante qu'au niveau du Sud et au niveau du Nord. Donc voilà. Le Guidimaha, le Tagan, le sud-est, le Guidimaha, le Tagan. Voilà. Au niveau de l'extrême est de la Mauritanie, le Hod, Sharqi et le Hod al-Gharbi, de la pratique est courante, et au niveau de la Saba également. Madame Amissi, pensez-vous qu'aujourd'hui que les sages-femmes puissent apporter au-delà de l'écoute, qu'elles puissent apporter quelque chose à ces dames qui souffrent au quotidien? Oui, oui. C'est-à-dire communication. Il faut qu'ils communiquent, il faut qu'ils éduquent, il faut qu'ils conseillent. Et nous ne faisons que ça d'ailleurs, parce que nous sommes contre l'excision. On a vu les méfaits que l'excision fait pendant les accouchements, comment les femmes souffrent, comment les bébés souffrent. On en parle tout le temps. On en parle tout le temps et j'approuve vraiment ma fille là, ce qu'elle a dit. Il faut vraiment qu'on fasse beaucoup de communication sur ça. On fasse beaucoup d'éducation sur ça. Et il faut qu'on criminalise ça. C'est mieux. Merci à Ouleye Kane d'avoir apporté son témoignage, mais également son expérience en tant que militante. Merci également à Dr Brahim Khlil, qui est un psychologue clinicien, et à Madame Amissi, sage-femme, d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Surtout, n'oubliez pas que la sensibilisation, c'est tous les jours. Les mutilations génitales féminines sont une violence que vivent ces femmes. Vous avez entendu les propos de la sage-femme, mais également du psychologue et le témoignage de Ouleye Kane qui m'a touché personnellement. Donc nous nous retrouvons très bientôt pour une nouvelle émission. Merci.